Salam. J'aimerais vous parler de la hijra parce que j'ai pris cette décision de faire la hijra au Maroc il y a de cela presque un an. Ça fait 10 mois que j'y suis. Avant ça, j'avais décidé de partir vivre en Angleterre pendant quelques années pour quitter la France. Euh, et donc là, j'ai décidé de venir m'installer dans un pays musulman et je vais vous donner quelques conseils avant de vous lancer dans la hijra. Alors déjà la hijra, il faut savoir que c'est le fait de quitter un pays dans lequel on ne peut pas pratiquer sa religion pour aller justement vers un pays où l'on peut pratiquer sa religion, un pays musulman. On peut afficher ouvertement sa religion. Pourquoi j'ai quitté la France? Parce que du jour où j'ai décidé de porter un hijab, je n'étais plus la bienvenue au travail, alors que avant de le porter, j'étais parmi les meilleurs employés. J'avais tout le temps droit à des félicitations et autres. Et du jour où j'ai décidé de le porter, voilà, j'étais persona non grata. J'ai eu droit à du harcèlement moral pendant plusieurs années, presque 6 ans. Et en fait, ce qui m'a vraiment poussée à quitter la France, c'est que j'ai eu un cancer et je me suis dit, voilà, j'aurais pu y rester, j'aurais pu en mourir de ce cancer, c'était quelque chose d'assez grave. Et voilà, donc je m'étais dit, faut que je quitte la France. Je peux plus rester en fait dans ce pays. Alors, je ne savais pas dans quel pays aller, donc du coup, je me suis orientée tout de suite vers l'Angleterre parce que c'est un pays où on peut pratiquer sa religion et je me suis dit que j'allais perfectionner mon anglais, euh, affiner un petit peu mon CV avant de prendre une destination finale vers un pays musulman. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis restée presque 5 ans en Angleterre. Et ensuite, j'ai décidé de partir au Maroc. Alors, je ne suis pas d'origine marocaine, je suis d'origine algérienne. Mais j'ai choisi le Maroc pour plusieurs raisons qui sont beaucoup plus faciles pour moi. Déjà de trouver un travail, vu que je suis seule. En Algérie, c'est un peu plus difficile de trouver du travail. Euh, donc le Maroc, on parle un peu plus français qu'en Algérie. Alors il y a d'autres pays, hein. Il y a les pays comme Dubaï, le Qatar, enfin il y a plein d'autres pays, l'Arabie Saoudite, bien évidemment. Mais voilà, il faut aller là où c'est le plus simple pour soi et là où la vie peut être la plus facile pour faire sa hijra. Pas là où on rêve d'aller, mais là où on peut réalistiquement, euh, de manière réaliste, vivre. Alors, avant de vous lancer dans la hijra, il est très important de faire salat istikhara. Je vous parle par expérience. Au départ, quand j'ai décidé de partir au Maroc, bon, après avoir réfléchi un petit peu à tous les pays qui s'offraient à moi, avoir analysé un petit peu financièrement ce qui était le plus facile, je m'étais décidée à partir au Maroc, à Casablanca. Pourquoi Casablanca? Parce que je connaissais déjà des personnes qui vivaient là-bas, des amis. Et, euh, et en fait, en faisant mes démarches pour aller vivre à Casablanca, tout était bloqué. Mais vraiment, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à mener à bien ce projet de hijra. Toutes les portes se fermaient les unes après les autres, subhanallah. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo je continue en fait à faire mes recherches sur le Maroc et je suis tombée sur une vidéo de la ville de Tanger et j'ai regardé par curiosité et j'ai aimé. J'ai aimé ce que j'ai vu, les décors, enfin la vie à Tanger. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas aller du coup sur Tanger. Et du moment où, alors du coup, j'ai fait Salat Istikhara, bien évidemment, pour demander à Allah Azzawajal qui me dit ce qui est le mieux pour moi, en fait, si c'est Tanger ou si c'est Casablanca. Et du moment, en fait, où j'ai fait Salat Istikhara et que j'ai commencé à faire les démarches pour Tanger, toutes les portes se sont ouvertes. Mais quand je vous dis toutes les portes se sont ouvertes, c'était tellement facile que j'ai même pas eu à faire d'efforts et que tout s'est fait très rapidement en l'espace de 2 semaines. Et j'avais déjà presque bouclé tout mon projet de hijra. J'avais plus qu'en fait à faire mes bagages, en fait, grosso modo. Donc, salat istikhara, c'est vraiment très, très important. Vraiment, Allah, il va vous faciliter, il va vous le montrer. Mais moi, c'était vraiment flagrant, hein. Je suis passée de blocage à tout est facilité, j'avais même pas besoin de faire d'efforts. Donc ça, c'est très important. Ensuite, cacher ses projets. Alors ça aussi, c'est très important. N'en parlez pas autour de vous. N'en parlez pas aux gens. Pourquoi? Deux choses. Un, les gens vont commencer à essayer de vous décourager.
forcément. Moi, je le sais, quand je suis partie vivre en Angleterre, hein, là, par exemple, j'en ai parlé à personne. Et dès que j'ai annoncé en fait que je partais, alors là, tout de suite, c'était le branle-bas de combat. Toute la famille qui me disait mais pourquoi tu pars? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mais non, mais tu peux pas aller là-bas toute seule. T'es toute seule. T'es une femme. Ceci, cela. Et finalement, tout s'est très bien passé en Angleterre. Alhamdoulilah. Bon, j'ai pas aimé la vie là-bas parce que c'est pas un style de vie qui me plaît, mais ça s'est bien passé, alhamdulillah. Et le Maroc, pareil. Je n'en ai pas parlé. Bon, maintenant, ma famille est un petit peu habituée au fait que je parte comme ça. Et donc, du coup, voilà, ils l'ont bien pris et personne n'a essayé de me décourager. Et au contraire, on m'a plutôt donné des conseils une fois que j'ai annoncé que ça y est, je partais. Donc, évitez ça. Donc, vous avez les personnes qui vont essayer de vous dissuader. Et vous avez aussi les personnes qui vont vous jalouser et qui vont peut-être vous mettre du haïn. Et ça, on va pas se mentir, le haïn, c'est véridique. Ça existe et ça peut causer des blocages. Donc, si vous voulez vraiment avoir une hijra euh, sans trop de problèmes, parce que vous allez en avoir, hein, forcément, Allah, il va vous tester, il va tester votre hijra. Mais voilà, déjà limiter au maximum. N'en parlez qu'aux gens qui vous sont proches et qui ont besoin de le savoir. N'attendez pas d'être déjà dans le pays pour le dire, mais attendez peut-être quelques jours avant, enfin quelques semaines avant. Choisir un lieu où se trouvent des proches, des gens que vous connaissez, c'est-à-dire de la famille ou des amis, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors ça, c'est important. Moi, personnellement, par exemple, à Tanger, je ne connais personne. Je suis arrivée ici, euh, j'ai pas de famille ici, j'ai pas d'amis ici. Comme je vous l'ai dit, en fait, mes amis sont à Casablanca. Et c'est pour ça que je voulais aller à Casablanca, parce que, par exemple, là, depuis que je suis arrivée, ça fait presque 10 mois, quand je suis malade, faut que je me débrouille toute seule. Bon, j'ai l'habitude, hein. Mais si vous n'avez pas l'habitude, que vous avez l'habitude d'avoir des gens qui viennent vous aider, vous tenir compagnie ou quoi que ce soit en fait, hein, ça va être difficile pour vous en fait d'avoir à supporter ça en fait. Si vous avez besoin d'aller je ne sais où, vous êtes fatigué ou c'est compliqué, enfin c'est vraiment difficile surtout quand vous partez seul. Euh, et que vous ne connaissez personne, il faut que vous fassiez tout seul. C'est épuisant psychologiquement. Bon, moi, comme je vous ai dit, j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est vraiment pesant. On aimerait bien avoir quelqu'un sur qui un peu se reposer, quelqu'un qui puisse nous aider un petit peu, enfin, juste nous soulager ou nous apporter un petit peu de compagnie, enfin, voilà. Surtout quand on est malade. Moi, par exemple, quand je suis malade, il y a personne qui vient me rendre visite. Et j'ai rencontré quelques personnes ici, quelques sœurs, mais voilà, même si elles savent que je suis malade, elles vont pas se déplacer pour venir me rendre visite. C'est voilà, c'est pas dans les habitudes de tout le monde en fait de se comporter de la sorte. Donc trouvez plutôt des gens, un lieu en fait où se trouvent des gens que vous connaissez. Comme ça, ils pourront vous aider en cas de pépin ou quoi que ce soit. Si on sait jamais, hein, si un jour vous devez être hospitalisé et que quelqu'un doit garder vos enfants, bah, au moins vous connaissez quelqu'un qui pourra vous aider. Vous voyez ce que je veux dire si vous avez de la famille. Ensuite, autre conseil, alors par rapport au visa, choisissez bien votre destination par rapport au visa. C'est-à-dire qu'il y a des pays pour lesquels les visas sont très courts. Je crois que par exemple pour l'Égypte, il me semble que c'est 1 mois les visas. Ici au Maroc, c'est 3 mois qui peuvent même aller jusqu'à 1 an. Moi, j'ai réussi à en avoir un d'1 an parce que j'ai pu justifier de certains revenus. Mais si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de travail, pas de revenus, euh, donc du coup, ça va être difficile. Ils vont vous donner que des visas de 3 mois. Donc ce qui veut dire que tous les 3 mois, vous devez sortir du territoire marocain. Ce qui veut dire que vous devez partir, prendre un billet d'avion ou le bateau ou la voiture et aller sortir du Maroc en fait. Alors si vous habitez à Tanger, vous avez des villes comme Ceuta, qui sont des enclaves espagnoles. Vous pouvez aller là-bas, faire l'aller-retour dans la même journée. Quoique maintenant, ils apprécient plus trop qu'on fasse ça dans la même journée. Ils préfèrent que vous y allez en fait et vous ressortiez de Ceuta le lendemain, au moins. Mais ça revient quand même moins cher que si vous deviez prendre l'avion et retourner en France ou aller en Espagne ou en Belgique ou je ne sais quoi. Faire ça tous les 3 mois, c'est un budget. Il faut de l'argent quoi quand même pour pouvoir sortir. Bon, Septa, ça vous reviendra moins cher, surtout si vous avez une voiture. Après, vous avez peut-être des cars qui vous y emmènent. Après, vous allez juste dormir à l'hôtel. Euh, mais voilà, il faut y penser en fait. Il faut vous dire qu'il y a le problème de visa. Si vous allez dans un pays
dans lesquels vous avez déjà la nationalité, comme moi, par exemple, si j'étais partie en Algérie, j'aurais pas eu de problème de visa, puisque j'ai la double nationalité algérienne française. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Si par exemple vous êtes marié à un Tunisien, vous êtes française de souche, vous êtes marié à un Tunisien, allez en Tunisie dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile. Toutes les démarches vous seront beaucoup plus facilitées. Vous n'aurez pas ce problème en fait de devoir sortir du territoire. Donc ça, c'est des problèmes auxquels qu'il faut éviter. Parce que franchement, c'est un stress pas possible. Et si on peut l'éviter, tant mieux. Surtout si en plus vous trouvez après un petit travail et que vous devez sortir du territoire tous les 3 mois, c'est un petit peu gênant avec le travail. Bon, voilà. Proximité pour les sorties du territoire. Bon, bah ça c'est ce que je vous expliquais. Donc choisissez un pays qui soit pas trop loin en fait pour votre hijra, un pays musulman qui soit pas trop loin, qui vous permette de pouvoir sortir du territoire facilement et à moindre coût surtout. C'est surtout ça parce que financièrement, il va falloir que vous. C'est pas le même niveau de vie dans les pays. Alors ça dépend du pays que vous choisissez, mais moi par exemple le Maroc, le niveau de vie c'est pas celui de la France. On gagne pas les salaires, ça n'a rien à voir avec la France. Donc tout ça, il faut en prendre compte. Les frais de santé mutuels. Choisissez un pays où vous pourrez justement avoir droit à des remboursements au niveau de la santé. Par exemple, moi, je suis au Maroc, j'ai pas le droit en fait à la CNSS parce que je n'ai pas de travail qui est déclaré, je n'ai pas de travail sur le territoire qui me permet d'avoir recours à la CNSS. CNSS, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Je suis radiée de la France parce que j'ai fait les choses très honnêtement. J'ai dit à la France que je quittais définitivement. Donc du coup, je n'ai pas droit à la sécurité sociale. Donc du coup, tous les frais de santé que je paie, je ne suis pas remboursée. Les mutuelles, ici, si vous voulez prendre une mutuelle, vous devez débourser à peu près 100 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc, bon, à moins que vous ayez un traitement lourd et que vous ayez besoin de payer 100 euros par mois pour pouvoir vous faire rembourser, je vois pas l'intérêt de dépenser 100 euros par mois si vous tombez pas malade tous les mois. Mais c'est vrai que les frais de santé sont très chers. Par exemple, j'ai été une fois ici chez le docteur, 2 fois. La première fois, elle m'a bombardé de tests. Enfin, c'était la première fois que j'allais chez un médecin. Donc, elle m'a donné plein d'analyses à faire, des médicaments à acheter, et j'en ai eu pour 100 euros. Au total, j'ai dû payer 100 euros. Mais je n'ai pas été remboursée de ces 100 euros. Je ne serai pas remboursée. Donc, du coup, maintenant, je réfléchis à 2 fois avant d'aller chez le docteur. J'essaie de m'auto-soigner avec les plantes et tout ça. Donc, on s'informe. Après, on y va quand on a vraiment besoin d'y aller. On n'a pas le choix. Mais voilà, si vous allez dans un pays dans lequel, par exemple, si vous êtes marocain, vous allez au Maroc, vous aurez droit à la CNSS. Si vous êtes algérien, vous allez en Algérie, vous aurez droit à des remboursements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est à prendre en compte, surtout si vous avez des enfants ou si vous avez une maladie chronique, un diabète ou autre. Voilà, c'est pas négligeable, c'est à prendre en compte dans votre décision de hijra. Pas d'aide sociale. Vous aurez alors nous en France, on a l'habitude d'avoir tout en fait, les APL, la CAF, la totale. Moi, quand je suis partie en Angleterre, là-bas en fait, on avait droit quasiment à rien. Bon, il y a des bénéfices, ce qu'ils appellent les bénéfices, c'est des aides sociales, mais c'est quasiment rien. L'aide au chômage, par exemple, c'était du 40 pounds, 40 euros par semaine, un truc dans le genre. C'est vraiment c'est vraiment ridicule en fait. Ce qu'ils vous donnent comme aide sociale, c'est 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 pas vraiment pour vous aider à subvenir à vos besoins, c'est vous donner un petit coup de pouce, mais il vous force quand même à trouver du travail. C'est pas un pays où en fait on vous assiste comme en France. Donc du coup j'étais déjà habituée à ça, à ce système, à toujours devoir travailler et ne pas compter sur les aides sociales. Et ici vous avez droit à rien. Moi, j'ai droit à rien ici. J'ai un visa visiteur. Je n'ai droit à rien. Je n'ai même pas le droit de travailler sur le territoire parce qu'avec un visa visiteur, euh, on est interdit en fait de travailler au Maroc. C'est-à-dire que moi, je peux travailler avec l'étranger, mais pas au Maroc en fait, dans une entreprise marocaine. Euh, et donc du coup, pas d'aide sociale, rien du tout en fait. Donc du coup, voilà, ça à prendre en compte. Si vous avez l'habitude de toujours compter sur la CAF, les trucs dans le genre, ici vous aurez droit à rien, sauf si vous êtes d'origine marocaine. Mais si vous ne l'êtes pas, voilà, sachez que ça va être compliqué. Donc il va falloir que vous appreniez à vivre sans ça. Peu de jobs. Je me suis beaucoup renseignée sur les réseaux sociaux, voilà, sur toutes les plateformes. Beaucoup de Marocains ont du mal à trouver des jobs.
Beaucoup trouvent des jobs et les lâchent parce que c'est mal payé. Et en plus de ça, la qualité du travail au travail est comment dire, beaucoup se plaignent en fait de harcèlement moral au travail. Après, on n'a pas du tout les mêmes visions en fait du travail, hein. Mais voilà. Moi, j'ai déjà assisté, par exemple, j'étais chez un médecin qui est d'origine européenne. Sa secrétaire est est marocaine. Donc, du coup, on n'a pas du tout les mêmes formations au Maroc qu'en Europe. Et quand même, hein, ils ont quand même des formations. Et j'ai vu la médecin parler en fait à la secrétaire. J'étais choquée. La médecin ne savait pas que j'étais là en fait. J'étais cachée derrière une plante en fait, cachée façon de parler. Je suis petite de taille, donc elle m'a pas vue et elle lui parlait mais vraiment d'une manière. Moi j'ai été choquée. C'est-à-dire que nous on s'attend à un certain niveau en fait de la part des Marocains, sauf que s'ils ont pas un bac plus 5 ou quoi que ce soit, on peut pas exiger d'eux en fait qui sachent faire le travail. Enfin, voilà. Il y a un malentendu en fait. Et donc du coup, elle lui parlait très très mal. La fille était hyper choquée, hyper stressée, et la médecin en fait a arrêté de lui parler comme ça dès qu'elle a vu que j'étais là, et elle a changé complètement d'attitude et de ton. Mais voilà, c'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en fait qui abandonnent leur poste parce que on leur parle mal en fait. On exige beaucoup d'eux alors qu'en fait, ils ont qu'un bac ou un bac plus 2 et donc du coup, on voudrait qu'ils fassent le travail de quelqu'un qui a un bac plus 5. C'est pas possible. Et en plus de ça, les salaires euh, sont pas en adéquation. Promesse de job puis silence radio. On va souvent vous contacter pour vous proposer des jobs et vous dire on vous rappelle et on vous rappelle pas. Ou alors on va vous rappeler, je sais pas, 4 mois plus tard. Moi, ça m'est arrivé, j'avais rencontré une personne il y a 3 mois qui voulait que je travaille dans son école. Et elle était très intéressée par mon profil. Et puis, plus de nouvelles. Et puis, elle m'a recontacté il y a même pas 2, 3 jours pour me dire, voilà, est-ce que tu es toujours intéressée? Et je l'avais complètement oublié. Et, euh, et je lui ai dit, bah non, je ne suis pas intéressée parce que j'ai déjà un travail. Et du coup, ça m'intéresse plus. Mais voilà, sachez que on va souvent vous appeler, vous proposer des jobs, vous faire passer des entretiens et compagnie. Et puis après, silence radio, on vous rappelle pas. On vous dira, on vous rappellera, et puis on vous rappellera pas, ou alors on le fera 6 mois plus tard. Voilà. Donc, ne prenez pas pour argent comptant. C'est pas parce qu'on vous dit oui, on est intéressé par votre profil, ça nous intéresse de travailler avec vous. Ne pensez pas que ça veut dire que ça va se faire. Les jobs non déclarés. Normalement, l'entreprise est censée déclarer votre job, mais en fait, il y a un principe ici qui dit que c'est un petit peu comme au State et un peu comme en Angleterre maintenant, c'est-à-dire que il y a la préférence nationale, c'est-à-dire que pour un job, on doit d'abord sélectionner quelqu'un qui a la nationalité en fait, qui a un résident, un Marocain. Euh, si on choisit quelqu'un qui n'est pas marocain, il faut pouvoir le justifier, expliquer pourquoi. Donc c'est pour ça que par exemple pour des postes de prof de français, on peut justifier facilement parce qu'on veut quelqu'un qui a l'accent français, qui a une bonne élocution, un bon niveau, voilà. Et donc c'est plus facile en fait à justifier que si on vous prend pour un poste, je sais pas, de chef de projet par exemple. Là, on va choisir forcément un Marocain plutôt qu'un étranger. Après, vous pouvez travailler à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur, mais là, auto-entrepreneur, faut que vous ayez la nationalité marocaine en fait. Vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas vous déclarer auto-entrepreneur si vous avez un visa visiteur. Donc du coup, la plupart des jobs en fait ici sont pas déclarés, sont comme on dit au black en fait. Et l'inconvénient avec ça, c'est que vous aurez pas droit en fait à la sécurité sociale. L'employeur, lorsqu'il vous déclare, qui déclare que vous êtes un de ses employés et qu'il explique pourquoi, déjà il doit payer un certain montant pour les frais de dossier. Donc déjà ça coûte. Donc c'est pour ça que les entreprises rechignent à le faire parce qu'elles n'ont pas envie de payer parce qu'elles se disent que si la personne après elle décide de partir, de démissionner au bout d'un mois ou deux, bah du coup en fait ils ont perdu cet argent-là. Des fois, ils refusent de le faire parce que c'est très long à faire, hein. C'est fastidieux en fait, c'est tout un formulaire apparemment. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête.
Euh, et donc voilà. Donc les jobs non déclarés, on va beaucoup vous en proposer, mais en fait vous y gagnez rien. Vous allez y gagner en salaire, hein. Bon après ça va être des salaires, on va le voir là, les salaires, c'est pas des salaires de ouf, hein, mais vous allez y gagner voilà un salaire, mais vous n'aurez pas tous les avantages qui vont avec, comme par exemple la CNSS, c'est-à-dire la sécurité sociale, vous faire rembourser vos soins, être en règle en fait tout simplement. Et avoir un visa de travail aussi, parce que ça vous permet, un job déclaré, ça vous permet d'avoir un visa de travail de 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, vous pouvez rester sur le territoire et vous n'avez pas besoin de sortir du territoire pendant 1 an. Vous êtes tranquille, vous avez l'esprit tranquille pendant 1 an. Donc c'est très avantageux. Il y en a de moins en moins qui acceptent de le faire. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, si vous n'êtes pas d'origine marocaine et que vous devez travailler, demandez à avoir un job déclaré. Les salaires sont très bas ici au Maroc. Le, le, le SMIC, il a 250 euros. J'ai bien dit 250 euros, pas 2500. 250 euros. C'est le SMIC. Un salaire, par exemple, d'institutrice, de prof de français de base dans une école, on va vous proposer, moi, on m'avait proposé 2500 dirhams, donc c'est équivalent de 250 euros. Bon, j'ai refusé, bien entendu. Une autre école m'a proposé 500 euros, et j'ai refusé aussi. Et vu que, bon, voilà, ça m'intéressait pas. Euh, mais voilà, c'est ces salaires-là, en fait, qu'on va vous proposer. Le minimum 250. Si vous avez une bonne élocution en français, de bons diplômes, on peut vous proposer 500 facilement. Après, plus, il faut négocier. Voilà. Moi, je pense que vous pouvez négocier à 800 euros, un minimum. Après, tout dépend, en fait, si vous avez des diplômes ou pas. Si vous n'avez pas de diplôme, ça peut être compliqué. Mais voilà. Sachez que tous les salaires, en fait, sont très bas ici. C'est dans les 250 minimum. On va pas vous embaucher, voilà, à des salaires qui sont dans les 10 000, 15 000 dirhams. Voilà. Ça, c'est vraiment pour des postes très haut placés et surtout, je pense, si vous êtes d'origine marocaine, mais ou alors dans des écoles privées de haut de gamme. Mais si vous avez une bonne expérience aussi. Plusieurs sources de revenus. Moi, je vous conseille ça. Ne vous basez pas juste sur un salaire en vous disant ouais c'est bon je vais être prof de français et puis je m'arrête là et non parce que vous savez pas ce qui peut se passer. Vous pouvez très bien ne plus vous entendre avec vos collègues. Et comme je vous ai dit, comme les jobs sont pas déclarés, du jour au lendemain, ils peuvent vous virer. Et vous faites comment pour payer vos loyers et tout ça? Donc, essayez d'avoir toujours plusieurs sources de revenus à gauche, à droite. Donc, vous faites votre petit boulot si vous voulez être prof, soyez prof, et puis trouvez autre chose à côté. Une activité en ligne ou alors, voilà, peu importe, mais trouvez d'autres sources de revenus. Les jobs en ligne, ça c'est le bon plan en fait, c'est de travailler en ligne. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez en ligne, vous allez travailler avec l'étranger. Donc si vous travaillez avec l'étranger, c'est-à-dire que vous allez avoir un salaire de l'étranger, des tarifs de l'étranger. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici, si vous voulez donner des cours de français, ici, ça va être 5 euros de l'heure, un truc dans le genre. Si vous le faites en Angleterre, vous allez être payé, à l'époque, c'était quoi? C'était entre 10 et 15 euros de l'heure. Donc, on passe de 5 à 15, vraiment du simple au triple. Donc, c'est mieux de faire un job en ligne avec l'étranger et d'avoir un salaire de l'étranger pour pouvoir avoir une vie correcte ici. Parce que vous n'allez pas non plus à travailler à temps plein si vous êtes prof en ligne ou quoi que ce soit, ou peu importe ce que vous allez faire. Vous allez avoir des périodes creuses, vous n'allez pas gagner des masses, mais il faut quand même un minimum en fait, un minimum pour vivre décemment. Moi, je dirais que pour une personne seule, il faudrait minimum 600 euros par mois. Voilà, on va le voir plus tard dans le prévisionnel budgétaire. Et je vais vous montrer en fait mes dépenses pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais les jobs en ligne, oui, c'est l'idéal. En plus de ça, avec les Covid, on ne sait jamais si le Covid va revenir. Donc, si le Covid revient, bah, au moins, vous pouvez continuer en fait votre activité et vous n'avez pas de perte d'argent. Vous n'allez pas perdre votre boulot, donc vous n'allez pas perdre de l'argent. Donc, c'est l'avantage. Se former avant de venir. C'est un conseil que je donne à beaucoup de gens, c'est formez-vous avant de venir. N'attendez pas d'être ici pour vous former parce que déjà ici, Internet,
Alors, faut trouver un appartement où il y a une bonne connexion Internet. Moi, le premier appartement où j'étais, c'était catastrophique, hein. Bon, alhamdoulilah, je suis restée que 2 mois dans cet appartement. Là où je suis maintenant, alhamdoulilah, c'est beaucoup mieux. Il y a quand même des coupures de temps en temps. Ça arrive, hein. Ça m'arrivait déjà aussi en Angleterre. Bon, voilà, ça arrive partout. Donc, et puis les forfaits, c'est pas les forfaits free de France, hein, ici, hein. Moi, je paye 40 euros pour ma box. J'ai acheté une box Orange. Je paye 40 euros et je sais plus combien j'ai de gigas, mais ça me permet de pouvoir donner mes cours en fait et puis pouvoir faire des recherches sur Internet, de pouvoir faire télécharger mes vidéos sur YouTube et tout ça en fait. Donc du coup, formez-vous avant de venir. Alors après, je sais beaucoup vont me demander, mais on se forme à quoi? C'est quoi les métiers les plus demandés? On vous le dira pas, c'est quoi les métiers les plus demandés ici. Faut être honnête, hein. Si on savait c'était quoi les métiers les plus demandés, ben on le ferait nous-mêmes. On vous le dirait pas à vous. On développerait cette activité nous-mêmes et on ferait ce boulot-là nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens qui disent, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent, qu'est-ce que vous conseillez de faire comme boulot pour venir? Si on savait c'était quoi le travail qui rapporte le plus, ben on le ferait nous-mêmes. On se formerait nous-mêmes et on le ferait et puis on gagnerait de l'argent. Donc vous faites en fonction de ce que vous avez, c'est-à-dire de vos compétences déjà, de ce que vous aimez faire. Après, bon, voilà, de ce que vous de ce que vous avez envie de faire. En fait, regardez beaucoup. Moi, je vous conseille de beaucoup de vous inscrire sur tous les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Allez sur tous les groupes marocains. En fait, par exemple, j'ai testé dans telle ville ou retourner vivre au Maroc, Hijra, enfin voilà. Et regardez un peu les commentaires et voyez en fait ce que les gens recherchent le plus souvent. Et comme ça, vous saurez en fait d'où est la demande en fait, qu'est-ce qui revient régulièrement en fait en matière de demande. Et comme ça, vous saurez dans quoi vous former, Inch'Allah. Mais sinon, comme je vous ai dit, formez-vous pour des métiers en ligne. Si vous voulez gagner votre vie de manière correcte, faites des métiers en ligne. Là, faites des recherches sur Internet, vous en trouverez pléthore. École publique privée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes marocain, vous pouvez mettre vos enfants dans l'école publique, mais si vous n'êtes pas marocain, vous n'avez le choix que de les mettre dans des écoles privées. Et les écoles privées, les écoles publiques, elles sont gratuites, les écoles privées, elles sont payantes. Et c'est assez cher. Alors, me demandez pas les prix parce qu'en fait, ça varie d'une école à l'autre. Ça varie d'une école à l'autre. Selon que vous travaillez si vous travaillez en plus dans l'école, on va vous faire un rabais. Si vous avez plusieurs enfants, peut-être qu'on vous fait aussi des rabais. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un budget. C'est un budget, donc soit vous décidez de faire l'IUF si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas de salaire, si vous avez un petit salaire, je veux dire, soit vous les mettez dans une école privée, mais ça va vous revenir assez cher tous les mois. Donc il faut le savoir. Et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. C'est pas parce que vous payez que vous allez avoir un service de qualité nickel, hein. Ici, tout le monde va vous dire que c'est nickel, que c'est parfait, que c'est génial. Tout le monde en fait recommande tout le monde, mais ça ne veut pas dire en fait qu'il y a de la qualité. Il y en a beaucoup en fait. On entend parler de tel endroit, de telle école, elles sont super et compagnie. Et quand vous regardez les commentaires, justement, ce dont je vous parlais, dans ces groupes Facebook, vous verrez que beaucoup se plaignent. Ils vous diront en fait l'envers du décor. Donc ne vous attendez pas voilà, forcément à quelque chose de haut standing. Langue arabe peu courante. Alors ça, il faut le savoir aussi, c'est que c'est pas tout le monde en fait qui parle français ici, hein. On dit souvent, oui, au Maroc, de toute façon, tout le monde parle français. Non, non, c'est pas vrai. Moi, par exemple, je suis dans un quartier Charabi, c'est un quartier populaire, ce qu'on appelle populaire. Euh, il y a des petits hanout, en fait, des petits commerces, des petits commerçants, en fait. Il y en a aucun qui parle français. Ils ne comprennent pas ce que je leur dis et pourtant je viens régulièrement, donc ils pourraient très bien faire un effort. Alors il y en a un qui fait un effort de temps en temps, il y en a une à la pharmacie, oui, elle sait parler un petit peu français, mais sinon la majorité ne parle pas du tout français. Enfin, euh, faut pas vous attendre à ce que tout le monde en fait se mette à parler en français avec vous. Dans le taxi, pareil, hein, il y en a très peu qui parlent français. Donc du coup, il va falloir que vous appreniez un minimum avant de venir, un minimum de mots arabes que vous pratiquiez un petit peu avant de venir pour pas être un petit peu déstabilisé. Et donc ça, c'est important à savoir parce que quand vous allez faire vos démarches, alors si vous faites vos démarches pour le visa et tout ça, tout le monde parle français là-bas, donc ça va. Moi, je suis toujours tombée sur des gens qui parlent français, mais voilà, si
Si vous avez d'autres besoins, il faut faire attention. Vous aurez besoin de la langue arabe. Beaucoup de bid'a. Oui, il y en a beaucoup ici au Maroc. Donc, n'idéalisez pas trop en fait le Maroc en vous disant ouais c'est super et tout, ça va être nickel, on va être comme à l'époque du prophète sallam. Non, non, c'est un mix. C'est-à-dire c'est un pays musulman, oui, on entend la Eden, c'est super, on peut pratiquer sa religion où on veut, on peut s'habiller comme on veut, on peut aller prier où on veut, mais il y a quand même des bidas, on va pas se mentir. Dans les écoles, par exemple, ils font la fête des mères, certains font Noël, certains font la naissance du prophète sallam. Il y a plein de choses en fait. Bon, après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en discuter. Vous pouvez très bien dire, moi, je veux pas que mes enfants ils participent à ça, et vous les retirez le jour où ils le font, ou alors vous leur demandez dans ces cas-là, ce jour-là, vous leur faites autre chose, une autre activité. C'est possible, hein, vous pouvez en discuter, bien sûr. Mais voilà, ne vous attendez pas à vivre comme à l'époque du prophète. Le choc des cultures. Ça, faut vous y préparer aussi. Ici, la culture, c'est pas comme en France. Donc ça, il faut en avoir conscience. Il faut l'accepter. Euh, il faut pas essayer de d'imposer sa culture, de se dire voilà, on arrive, c'est notre culture. Déjà, quand j'étais partie en Angleterre, j'avais déjà vu le choc des cultures. C'est pas du tout les mêmes cultures anglais et français. Et c'est vrai que nous, les Français, on a tendance à croire qu'on est meilleur que tout le monde et qu'on veut imposer notre façon de vivre. On pense toujours que notre façon de vivre est meilleure que celle des autres, mais en fait non, pas forcément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du bon et du mauvais en fait dans chaque culture. Donc attendez-vous à ça. Par exemple, ici, les Marocains, ils dorment le matin, ils vivent la nuit. Il faut s'habituer. C'est-à-dire que moi, par exemple, le matin, j'adore travailler le matin parce que je sais qu'il n'y a pas un bruit. C'est nickel. C'est-à-dire après le fajr, je commence à travailler, c'est nickel, il n'y a pas un bruit. Par contre, le soir, je dors, mes voisins, par exemple, à 2 heures du matin, je les entends, téléphone, même en train de cuisiner à 2 heures du matin. Je sens en fait les odeurs en fait de cuisine. C'est comme ça. Voilà, faut s'habituer. Après, par exemple, autre différence, ils parlent très fort et tout le temps et partout. Par exemple, mes voisines, elles parlent devant la porte de mon appart. Et ça les gêne pas. Et puis elle crie quand elle parle. Hein. Et c'est normal pour elle. Hein. Et j'en ai discuté avec elle. Pour eux, c'est normal. Elles ont toujours parlé comme ça. Où est le problème? Hein. Donc du coup, voilà, il faut apprendre à discuter. Bon, après, je leur ai expliqué que voilà, je travaillais à la maison et que j'avais besoin de calme. Donc on a réussi à trouver un accord. Mais voilà, il faut savoir que ne vous attendez pas à ce que ce soit la France ou la Belgique, peu importe où vous venez. Va falloir vous habituer à certaines choses. Euh, Ensuite, accueil par les expats sur place, les expatriés. On a souvent tendance à se dire, une fois qu'on va arriver, super, on va rencontrer tout le monde, tous les Mourégéloun, tous les expats, on va se serrer les coudes et compagnie. C'est ce que je m'étais dit déjà quand j'étais partie en Angleterre. Et en fait, non, c'est pas tout le monde qui va vous accueillir les bras ouverts, déjà. Le peu qui vont vous accueillir, bon voilà, ils vont vous souhaiter la bienvenue, mais ils vont pas vous prendre par la main. Donc ne vous attendez pas à ce que on vous aide, qu'on fasse tout pour vous, enfin que qu'on soit aux petits soins avec vous. Non, vous venez vous installer, vous vous débrouillez. Après eux, ils ont leur vie aussi, ils ont leurs propres problèmes, leurs petites routines. Mais voilà, n'idéalisez pas les choses. Ne vous dites pas, vous allez être accueillis comme à l'époque du prophète sallam, lorsque les gens de Médine ont accueilli les gens de la Mecque, ils les ont pris dans les bras, ils leur ont offert leur maison, et ils leur ont offert des jobs et compagnie. Non, non. C'est pas ça. Vous venez, vous vous débrouillez. Alors oui, vous allez en rencontrer quelques-uns, mais c'est chacun sa life. Voilà. Donc n'espérez pas trop. Voilà. N'espérez pas trop des gens qui sont déjà installés sur place. Beaucoup de jalousie, oui. Alors moi, je l'ai remarqué avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés, qui étaient de sœurs en fait qui étaient venues s'installer en fait ici au Maroc, de la jalousie parce que par rapport au travail, ne serait-ce que par rapport au travail, c'est-à-dire que moi j'ai mon activité, alors que elle galère pour trouver quelque chose. En même temps, moi j'ai galéré aussi pendant longtemps quand j'étais en Angleterre. Je me suis fait après je me suis fait mes élèves petit à petit en fait, mais au départ je gagnais 100 euros, 200 euros par mois quoi quand j'ai commencé à mon activité en ligne.
C'était rien, hein, je vivais sur mes économies. Mais après, petit à petit, de fil en aiguille, alhamdoulilah, j'ai pu dégager un petit salaire hein, qui me permet de pouvoir subvenir à mes besoins. Mais voilà, les gens ne comprennent pas ça. Donc, ils vous jalousent, mais parce qu'en fait, ils sont dans la difficulté. Donc, du coup, voilà. Ils se serrent la ceinture et puis quand ils voient que vous permettez d'aller au restaurant, donc voilà. Voilà, ça crée des petites jalousies. Donc évitez de trop parler de vous, de trop parler de votre style de vie, de ce que vous vous permettez de faire, les petites sorties par-ci, les sorties par-là, les petits restos. N'en parlez pas. Gardez ça pour vous. Dites que vous en sortez voilà, moyennement et que, alhamdulillah, vous n'avez pas à vous plaindre, enfin, voilà, sans vous étaler. Mal vu de vivre seule. Alors oui, ça c'est ce que j'ai découvert, c'est que quand on est une femme seule, comme moi, apparemment c'est mal vu de vivre seule. Alors ça, je le savais que c'était le cas pour l'Algérie, mais je ne savais pas qu'au Maroc, qui est quand même un peu plus ouvert que l'Algérie, je ne pensais pas que c'était le cas. Et en fait, on me l'avait fait remarquer. Alors moi, alhamdulillah, j'ai de la chance parce que je suis prof de Coran. Donc du coup, en fait, et elles le savent et elles m'entendent tellement qu'elles en ont marre de m'entendre réciter du Coran. Mais voilà, donc moi, c'est ça qui protège ma réputation, entre guillemets, si vous voulez. Et qui fait que j'ai pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que ça, j'avais rencontré une Marocaine. Quand je lui ai dit que je vivais seule ici, elle m'a dit ah bon et puis les gens ils disent rien, tes voisins ils disent rien, ils te font pas de réflexion et tout parce que c'est mal vu. Je dis non non. Après je lui ai expliqué que j'étais prof de Coran et puis elle m'a dit ah oui bon bah donc ça explique en fait ça, prof de Sarbia donc voilà. Mais voilà, sachez que c'est mal vu dans la culture maghrébine. Prix gonflé pour les étrangers. Alors ça, il faut le savoir. Si vous ne parlez pas le darija, ils vont savoir que vous êtes étranger. Et donc, du coup, ils vont direct gonfler les prix. Vous allez prendre le taxi, par exemple, une course qui va vous coûter normalement 13 dirhams, ils vont vous la faire à 20. Voilà. Dans les petits hanout aussi, pareil, ils vont gonfler les prix. Ça, je l'avais déjà remarqué quand j'étais partie en Égypte, quand j'avais vécu un petit peu là-bas. Là aussi, comme je parlais pas le Ammiya, en fait, je parlais le classique, l'arabe fossa, mais pas l'Ammiya, tout de suite, ils voyaient que j'étais pas du pays, et donc du coup, ils gonflaient les prix. Et quand j'en parlais avec ma prof de Coran qui était égyptienne, et elle me disait non, mais c'est trop cher ce qu'ils te font payer. Elle me dit attends, la prochaine fois que tu fais tes courses, je viens avec toi. Et puis là, j'avais pas les mêmes prix, j'avais les prix normaux. Donc ici, voilà, sachez qu'on va gonfler les prix pour vous. Si vous faites venir un plombier ou quoi que ce soit ou quelqu'un d'autre, il va gonfler les prix pour vous. Donc c'est pour ça, demandez toujours des devis. Ils veulent pas vous donner les devis au téléphone, mais insistez. Et s'ils veulent pas, bah vous en appelez un autre. Et moi, c'est ce que je fais. J'appelle tout le temps en fait plusieurs prestataires et je compare les prix, je compare les devis et je prends celui qui est le moins cher en fait, hein, parce que les autres, ça peut passer vraiment du simple au double. Hein. Budget prévisionnel. Alors là, je vais vous montrer en fait à quoi ressemble mon budget prévisionnel que j'avais fait avant de venir. Alors voilà, c'était le cash flow que je m'étais fait avant de venir et que j'ai actualisé une fois sur place. Donc en fait, j'avais calculé les dépenses. Donc il y a la location de l'appart à 220 euros, ce sont les prix en euros. Le gaz, je paye 8 euros par mois. L'électricité, alors l'électricité c'est 9 euros par mois, mais ça peut être plus en hiver. C'était un petit peu plus en hiver. Euh, Parce que en hiver, en fait, on utilise le chauffage, donc du coup, voilà, ça coûte un petit peu plus. De l'eau, c'est 8 euros par mois. Internet box, comme je vous ai dit, je paye une box Orange à 35 euros, 34,99, quelque chose comme ça. Le téléphone portable, je paye 8 euros par mois. Euh, Ensuite, les courses. Alors les courses, bah, vu que je suis pas une grosse mangeuse, j'en ai pour 100 euros par mois et ça inclut en fait bah, les courses que je fais en ligne et quelques restos que je me fais de temps en temps. C'est pas très cher non plus. Voilà. Le taxi minimum 50. En fait, c'est un petit peu plus. C'est pas un petit peu plus, pardon. Minimum 50 parce que
moi, quand je n'ai pas de voiture et je prends pas le bus parce que le bus, en fait, c'est très, très long. Donc, je prends tout le temps le taxi pour aller faire une course à gauche, à droite. Donc, à chaque fois que vous avez des démarches administratives, vous devez aller à tel endroit, revenir. Et moi, j'habite un petit peu loin de tout ce qui est centre-ville. Donc, du coup, j'en ai toujours j'en ai toujours pour pas mal en fait. Après, ça dépend. Hein, si vous sortez pas tous les jours, ça c'est surtout en fait au tout début, parce qu'au tout début vous devez courir à gauche à droite pour faire plein de démarches. Donc franchement, vous en avez pour beaucoup en fait au niveau du taxi. Et puis après, vous sortez de temps en temps, donc du coup vous en avez plus, vous payez plus en fait autant. Voilà. Donc du coup, au total, on va dire 438, on va dire 500. 500 €, c'est ce qu'il faudrait pour une personne pour vivre correctement sans se prendre la tête, sans avoir à calculer ses sous euh, tous les jours. Donc c'est ce qu'il faudrait en fait. Donc c'est ce en fait vers quoi vous devez tendre si vous voulez venir seul. Puis après, si vous venez en couple, vous rajoutez un petit peu. Bon, vous n'avez pas rajouté pour la location d'appart, mais vous allez peut-être rajouter un petit peu plus pour l'eau, le gaz. Euh, Enfin, surtout pour l'eau, l'internet ce sera toujours la même. Téléphone portable, vous doublez parce que vous serez deux. Les courses, vous allez peut-être manger un petit peu plus. Euh, Enfin, je sais pas. Après, ça dépend chacun d'entre vous. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre à jour. Si vous avez des enfants, il faudra rajouter les frais de scolarité. Après, tout ça, ça ne tient pas compte non plus des frais de santé. Hein. Rappelez-vous, hein, les frais de santé, par exemple, 100 €, ça j'en ai eu au mois de décembre, j'en ai eu pour 100 € ici. J'en ai eu pour 100 €. Euh, donc voilà, vous avez des imprévus parfois. Hein. Alors, l'achat d'appartement. Il y en a beaucoup ici, en fait, qui veulent venir s'installer au Maroc ou ailleurs et acheter un appartement pour plus avoir à payer de loyer. C'est super. Franchement, je pense que c'est le bon plan. Euh, Après, il faut faire attention à quel type d'appartement vous allez acheter. Ici, les Marocains font tous ça, en fait. C'est ce que j'ai remarqué. Ils achètent tous en fait des appartements en prévision en fait justement de la retraite où ils vont pas gagner à des masses et donc du coup ils préfèrent être sûrs de payer tant qu'ils travaillent, de pouvoir finir de payer leur mensualité parce qu'en fait ils achètent à crédit ici. Et ouais, ils achètent tous à crédit, subhanallah. Euh, les achats, les appartements ici, le moins cher, les appartements économiques, c'est 25 000 €. 25 000 €. C'est pas cher, franchement. Si vous économisez bien, si vous avez un travail et que vous n'êtes pas dépensier, vous pouvez facilement en fait économiser cet argent-là et puis vous en acheter un. Par contre, les appartements économiques, bon voilà, c'est pas, c'est-à-dire que c'est des murs en, comment dire, vous entendez tout ce qui se passe chez le voisin, quoi. C'est limite si vous viviez pas chez lui, quoi. Donc voilà, il n'y a pas les finitions. C'est du travail bâclé, on va dire. Mais c'est pour ça, c'est du logement social. Mais c'est du logement social encore. J'ai envie de dire le logement social en France, il est quand même un peu mieux que le logement social ici. Parce que par exemple, mon père qui vit dans un logement social en France, quand je vais chez lui, j'entends pas ce qui se passe chez mes voisins, que ce soit au-dessus ou que ce soit à côté. Alors qu'ici, j'entends tout ce qui se passe chez mes voisins en fait. Un peu moins là où je suis, mais là où j'étais avant, j'entendais vraiment tout, mais vraiment toutes les conversations. Euh, donc voilà, mais c'est le bon plan. C'est le bon plan parce que vous économisez un loyer déjà d'une. Après, faut s'y connaître. Il faut s'y connaître en réparation, faut s'y connaître faut refaire son appartement en fait. Faut penser à le refaire petit à petit. Après, il y en a qui veulent acheter des maisons. Bon, après, il faut le terrain, mais c'est l'idéal parce que les appartements ici, tout est bruyant en fait. Tout est vraiment très bruyant. C'est fatigant à la longue. Euh, donc voilà, si vous pouvez acheter une petite maison retirée, c'est bien. En vous éloignant de Tanger, en vous excentrant, en allant plus vers le sud, c'est pas mal. Hein. C'est s'éloigner en fait, si vous voulez, de la mer et tout ça, mais au moins vous avez un petit cadre sympa. Mais il faut avoir une voiture. Quand vous vous éloignez en fait du centre de Tanger, il faut avoir une voiture, sinon ça va être compliqué des taxis, parce qu'ici il y a un principe de taxi qui est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Il y a d'autres villes, hein, sinon. Qui sont tout aussi intéressantes. Donc voilà, ça c'était tous les petits conseils que je voulais vous donner avant de vous décider
de venir avant de faire votre hijra. Donc choisissez bien un endroit où vous allez pouvoir trouver du travail, parce que c'est important. Il faut que vous ayez une rentrée d'argent. Si vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Là, par exemple, je vois, quand j'étais en Angleterre, il y avait beaucoup de sœurs qui venaient s'installer en Angleterre, qui étaient seules à Birmingham, là où j'étais, et qui sont reparties vivre en France. Parce que elles n'arrivaient pas à trouver du travail. Elles ne parlaient pas la langue. Les Anglais vont certainement pas faire d'efforts pour parler en français. Et ils n'ont pas besoin de gens qui ne savent pas parler anglais. Et donc du coup, bah, elles pouvaient pas payer leur loyer, donc du coup, elles repartaient en France. Ici, c'est pareil. Il y a des sœurs, il y a beaucoup de sœurs qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui veulent absolument rester ici pour faire le hijra, qui sont des fois seules avec des enfants. Mais il faut que vous ayez un travail. Sinon, vous pouvez pas. Enfin, ou alors dans ces cas-là, mariez-vous et puis vous laissez votre mari. Il y a encore. Là, il y a pas longtemps, je lisais qu'une sœur son mari venait la divorcer, elle a un enfant et du coup elle se retrouve toute seule et elle veut pas retourner vivre en France. Elle est d'origine française. Donc du coup voilà, il faut absolument que vous preniez les devants, que vous assuriez en fait vos arrières et donc que vous ayez une rentrée d'argent. Et comme je vous ai dit, multipliez les rentrées d'argent, essayez de les multiplier. Donc faites ce que vous pouvez en fait. Ayez plusieurs arcs à votre, plusieurs cordes à votre arc, pardon. Euh, Choisissez une ville où vous allez pouvoir trouver du travail. Euh, N'hésitez pas, j'ai envie de dire, à changer de ville. Si jamais vous voyez que là où vous êtes, vous ne trouvez pas de travail, allez dans une autre ville. Il y a beaucoup plus de travail à Casablanca qu'à Tanger. Beaucoup plus. Euh, voilà. N'oubliez pas par rapport aux enfants que si jamais vous n'avez pas les moyens de pouvoir les mettre dans une école privée, il va falloir que vous leur fassiez l'éducation vous-même. Donc ça, il va falloir que vous travailliez sur les programmes d'IEF et tout ça, parce que vous ne pouvez pas abandonner vos enfants et ne leur donner qu'une éducation bâclée. Il faut quand même, ils ont quand même leurs droits aussi. Donc voilà, tout ça, prenez le temps d'y réfléchir, de bien monter votre projet. N'attendez pas trop, parce que plus vous allez attendre, plus voilà. Posez des questions sur les forums. Il y a plein de groupes Facebook sur lesquels vous pouvez poser des questions. Et vendez tout ce qui ne vous sert à rien. Comme ça, vous allez pouvoir économiser de l'argent. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses chez vous qui ne servent à rien. Quand j'ai déménagé d'Angleterre pour venir au Maroc, j'ai dû laisser je ne sais pas combien de cartons là-bas qui me servaient à rien parce que je voulais pas les emmener avec moi au Maroc. Je voulais pas payer le transporteur pour ces choses-là. Je me suis dit, ça en vaut pas la peine. Et je m'étais dit, c'est dommage, si seulement j'avais plus de temps pour pouvoir les vendre, je les aurais vendus en fait. Donc voilà, c'était tout pour les conseils. J'espère que ça vous aide, qu'Allah vous facilite. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et Inch'Allah, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah.